1984, l'année où est sorti Tetris dans l'Union soviétique. Bon, à cette époque c'était encore ça, c'était encore le bloc soviétique, on avait des guerres dans tous les sens, on avait la famine, on avait voilà plein d'événements de merde qui se sont passés, et c'est vraiment une année où on peut dire que non, bah c'était pas vraiment mieux avant. Heureusement du côté de Warhammer les choses avançaient bien, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En effet, là où 1983 avait permis à Games Workshop de créer les règles de son tout nouveau jeu, il faudra attendre le mois de mars 1984 pour que sorte le supplément Forces of Fantasy, donnant plus de détails quant aux races y étant jouables. La formule était la même pour ce supplément que pour la boîte de base, et les joueurs pouvaient donc y trouver 3 livrets de règles. Le premier de ces livrets détaillait les listes d'armées disponibles pour pouvoir jouer les différentes factions présentées dans le livre de base. Le second livret venait apporter de nouvelles règles focalisées sur les batailles rangées ainsi que les premiers régiments de renom. Et enfin, le troisième livret venait quant à lui nous présenter de nouveaux objets magiques et leur utilisation sur le champ de bataille. Alors vous l'aurez bien compris, là où la boîte de base permettait de jouer à plusieurs types de jeux différents, cette extension visait à améliorer les règles pour les batailles rangées exclusivement, mode de jeu qui va devenir la norme dans les éditions ultérieures de Warhammer. Intéressons-nous d'abord au tout premier livret. Dans ce dernier, nous allons trouver des descriptions un peu plus détaillées des différentes factions jouables dans Warhammer. Ces derniers sont découpés en 9 catégories et ressemblent déjà pas mal à ce que l'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons 4 peuples humains, à commencer par, et je déconne pas, l'Arabie. Et ouais, l'Arabie, première faction à avoir sa liste d'armées officielle. Je dois bien vous avouer que je ne l'avais pas vu venir du tout. Chaque liste d'armées était en plus accompagnée d'un petit segment de lore introduisant les factions et leurs particularités. Dans le cas de l'Arabie, on y apprend que ce peuple est immensément riche, étant à la fois une grande force commerciale, mais aussi le fief de redoutables pirates. Les tribus nomades du désert fournissent de grands guerriers, mais il ne faut pas non plus sous-estimer ces érudits, de puissants sorciers capables de maîtriser les redoutables démons du désert. Viennent ensuite les Nordiques, un peuple de barbares alcooliques sans foi ni loi, maîtres de la navigation maritime, pillant les richesses des royaumes du Sud pour survivre. Les hommes de l'Orient ont quant à eux développé leur propre culture, par-delà une mer dangereuse les séparant des autres factions. Ils servent un shogun, sont de formidables guerriers appelés des samouraïs, et sont guidés spirituellement par les moines Vimto, mêlant spiritualité et magie pour défaire leurs ennemis. On a donc avec ces hommes de l'Orient une première représentation de ce qu'est le Nippon dans le monde de Warhammer, à ne pas confondre avec le KT qui ne fera son apparition que plus tard dans la vie de Warhammer. Enfin, le tout dernier peuple humain est constitué des hommes de l'Ouest, une société féodale qui va poser les bases de la Bretonie. On y apprend que les chevaliers y font leurs lois, mais que les templiers religieux y sont aussi importants, concept allant évoluer pour donner plus tard les prêtres guerriers des divinités de l'Empire. À côté des humains, nous allons retrouver des nains, préférant vivre en petits groupes dans des forteresses difficilement accessibles. Leurs ennemis jurés étaient déjà les gobelins, et le nom de Grom-Lapence leur était familier. On va en reparler avec les régiments de renom, mais comme vous le verrez, certains personnages existent depuis la première version de Warhammer. Viennent ensuite les gnomes, une race qui m'a beaucoup fait rire, car cette dernière est décrite comme étant une espèce plus petite que les nains, particulièrement irritable, surtout lorsque quelqu'un ose leur faire une remarque sur leur voix aiguë. Si vous arrêtez pas de rigoler dessus, je vous pète les rotules! Pour ce qui est des autres semi-hommes, Warhammer a aussi introduit les halflings, étant un peuple préférant organiser des festins plutôt que d'avoir à se battre, mais étant tout de même prêts à se défendre si leur pays était attaqué. Du côté des elfes, nous retrouvons les elfes des mers, de grands aventuriers arrogants, établissant des avant-postes sur les différentes côtes du monde connu et ayant donc posé les bases de ce qu'on ne connaîtra plus tard sous le nom des hauts elfes. Cependant, il y avait aussi des hauts elfes à l'époque, désignant tout simplement des elfes des mers, ayant décidé de s'aventurer plus loin dans les terres afin d'y fonder de grands royaumes, perdant donc tout lien avec leurs cousins maritimes. Ce sera finalement le premier concept qui sera retenu, et on connaîtra donc ces elfes sous le nom des hauts elfes, laissant à Games Workshop la possibilité de réutiliser les elfes des mers quand ils le jugeraient nécessaire. Viennent ensuite les elfes sylvains, évoluant uniquement dans les forêts, et enfin les elfes de la nuit, rebaptisés elfes noirs dans ce supplément, n'ayant pas du tout l'origine qu'on leur prête actuellement. À l'époque, en lieu et place de la déchirure provoquée par Malekith, les elfes noirs désignaient tout simplement une caste de hauts elfes, ayant juré allégeance aux puissances du chaos, et ayant donc été forcés à l'exil par les anciens dieux. Ces elfes noirs représentent tout ce qui est néfaste chez cette ancienne race, poussant leur arrogance à l'extrême, jusqu'à venir à en haïr le reste du monde pour sa simple existence. Ce peuple chaotique vit donc pour tuer, et n'hésite pas à utiliser la magie ou encore la nécromancie pour parvenir à ses fins. On voit bien qu'il n'y avait pas vraiment de distinction entre les forces du chaos et celles de la mort, ce qui sera plus tard le cas dans les autres extensions, puisque Warhammer et Games Workshop va vouloir séparer ces deux entités afin d'en faire vraiment deux menaces différentes contre les forces du bien. Ensuite sont détaillés les géants, que l'on connaît sous
sous la même forme aujourd'hui, ainsi que les différentes sous-catégories de peau verte. Nous y retrouvons les grands gobelins, la plus grande menace pesant sur les royaumes des hommes, des elfes et des nains. Leur taille leur permet de chevaucher des sangliers et leur intelligence les distingue des orques qui, bien que plus forts, sont aussi bien plus stupides. Nous avons aussi des gobelins de la nuit, des sortes de fanatiques très nombreux se terrant dans les cavernes des montagnes avant de mener des assauts destructeurs contre les forteresses naines des environs. Les gobelins rouges, quant à eux, sont le résultat d'expériences menées par des nécromanciens, ayant réussi à créer une race de malveillance pure, animée uniquement par la haine de tout ce qui vit et étant complètement aux ordres de leur maître. Une toute dernière espèce de peau verte existe, et ce sont les hobgoblins. Décrits comme étant plus grands que les grands gobelins, mais tout de même plus petits que les orques, les hobgoblins sont agressifs et sont passés maîtres dans l'art de la métallurgie. À côté de tout cela, nous retrouvons aussi les hommes lézards et les slans, qui vont petit à petit se rassembler sous la même bannière dans les éditions ultérieures et qui vont se renommer tout simplement les hommes lézards. Viennent ensuite les forces du chaos, avec des mentions de guerriers du chaos, d'hommes bêtes, mais aussi et surtout les noms des différents dieux du chaos qui étaient jusqu'alors inconnus. À cette époque, Games Workshop était en train de préparer un second supplément pour la première édition détaillant les forces du chaos. Ce dernier, qui devait se nommer Realm of Chaos, ne sortira que bien plus tard. Pour patienter, Games Workshop nous livre donc simplement les noms des divinités sans nous en dire plus, et nous pouvons donc apprendre que les dieux Khorne, Slaanesh, Nurgle et Tzeentch seront bel et bien les principaux antagonistes de cet univers. À côté de cela, les forces du chaos pouvaient faire appel à des nécromanciens, et pouvaient même invoquer des démons majeurs, connus à l'époque sous le nom de Balrog. La dernière liste d'armées disponibles consistait en un regroupement de différents types de morts-vivants aux ordres d'une liche ou d'un nécromancien, mais leur lien avec le chaos était ambigu, et on pouvait penser que cette force qui les anime proviendrait des dieux nommés précédemment. Finalement, on se rend compte que ce jeu, dans son état actuel, était un véritable fourre-tout. On y a mis plein de races qui viennent de tout et n'importe quoi, mais surtout qui se basent finalement sur les figurines. On leur a mis des descriptions très sommaires, permettant au jeu d'être jouable et de ne s'imposer aucune limite. D'ailleurs, en y repensant, il y a certaines races qui ont été introduites dans la boîte de base, comme les ogres ou les hommes-poissons, qui n'ont pas eu leur liste d'armées. Encore pire, les hommes-poissons, qui pourtant avaient été introduits dans la liste comme les humains, comme les nains, etc., eh bien en fait ils ont totalement disparu et on n'en a plus aucune mention dans ce supplément. Autant dire qu'à l'époque, l'univers en lui-même, on s'en tape. Bon par contre, il reste un truc très sympa dans ce supplément, et c'est l'introduction des régiments de renom. Les régiments de renom, pour vous la faire courte, ce sont tout simplement des bandes mercenaires que n'importe quelle faction peut engager pour se battre à ses côtés. Chaque régiment est mené par un personnage nommé et dispose de sa propre petite histoire. Nous avons tout d'abord les Rangers de Bugman, menés par Samuel Bugman, un descendant du légendaire Joseph Bugman, ayant perdu la vie en combattant des gobelins. Viennent ensuite les chevaliers d'Origo, des hommes de l'Ouest, seuls survivants d'un monastère détruit par les troupes d'Arabie et étant dorénavant en croisade perpétuelle pour venger le massacre de leurs frères. Chose intéressante, on va pouvoir les retrouver dans Total War Warhammer 2, puisque c'est une faction de Bretonie mineure qui commence dans les terres d'Arabie. D'ailleurs, on peut dire la même chose des elfes sylvains d'Oréon, ou encore de Mengil Manhide, un elfe noir représenté dans Total Warhammer 2 par une armée transfuge. D'autres personnages comme Moula Akland d'Arabie ou l'orque Arbot vont tomber dans l'oubli, là où l'ogre mercenaire Golgfag ou encore le gobelin Grom la Panse vont réussir à s'imposer comme des figures emblématiques de ce nouvel univers. Bon, je vous avoue que rien que pour le mois de mars, ça fait déjà beaucoup, mais l'année est très loin d'être finie pour l'univers de Warhammer. En mai va sortir le seul magazine White Dwarf de l'année qui est intéressant pour Warhammer, car c'est dans ce numéro que va sortir un scénario spécial présentant le siège de Minas Tirith. Il s'agit en fait tout simplement d'une proposition de scénario pour que les joueurs puissent s'amuser à recréer ce siège bien connu du Seigneur des Anneaux en utilisant les règles de Warhammer. Bon, c'était plus anecdotique qu'autre chose, mais j'avais envie de vous partager ça. Ce sera ensuite en octobre que sortira la seconde édition du Compendium de Citadel, regroupant, comme son prédécesseur, les figurines disponibles à l'achat en un seul catalogue, mais aussi quelques règles pour le jeu de base, ainsi qu'un tout nouveau scénario nommé l'Hôtel de Rig. Ce scénario plonge les joueurs dans le sud du continent de la Lustrie, continent introduit dans le premier Compendium de Citadel. C'est donc au cœur du royaume des Amazones que les joueurs vont devoir défier les épreuves qui se présentent à eux pour vaincre leurs ennemis et réussir à trouver de fabuleux trésors. Le lore des Amazones est à peu de choses près le même que celui que j'ai présenté dans la vidéo leur étant dédié, car au final, peu de choses ont changé puisque ce peuple a été mis de côté presque instantanément après sa première apparition. Pas grand chose d'autre à ajouter sur ce bouquin, si ce n'est qu'il sera suivi en décembre 1984 par la sortie de la seconde édition de Warhammer, donc sortie à peine un an et demi après la sortie de la première édition. Cette édition, comme la précédente, est composée de 3 livrets de règles, chacun détaillant un aspect du jeu Warhammer. Le premier nous explique les règles de combat.
le second les règles de la magie, et enfin le troisième va venir nous présenter le monde de Warhammer et les créatures qui le peuplent. C'est donc ce troisième livret qui va le plus nous intéresser, et en effet, dès la 7e page, nous pouvons trouver des explications, ainsi qu'une carte rudimentaire nous présentant la forme du monde de Warhammer. Cette dernière est très ressemblante à notre propre monde, car selon les auteurs, il s'agit ici d'une réalité fantastique parallèle à la nôtre. Tout ceci est accompagné par une chronologie établie, citant des événements allant servir plus tard de piliers de l'histoire de ce monde, tels que la chute des anciens Slann, la rébellion des elfes noirs, la guerre entre les elfes et les nains, ou encore les grandes croisades d'Arabie. Les auteurs vont d'ailleurs faire mention d'une nouvelle race dans cette chronologie, le peuple des nains du chaos. Malheureusement, on ne va pas encore en savoir plus, mais cela promet au moins d'être intéressant. Au niveau des peuples existants, peu de changements. Nous retrouvons la majorité de ce qu'on nous avait déjà présenté dans le supplément Forces of Fantasy, auquel vont venir s'ajouter les demi-orques, des hybrides entre des orques et des gobelins, des hommes bêtes du chaos, ou encore les pygmées, des nains de couleur noire peuplant les jungles de Lustrie et se servant d'outils rudimentaires pour chasser les prédateurs et autres envahisseurs osant arpenter leur territoire. En plus de tout cela, les royaumes des hommes de l'Ouest ont été divisés en 4 peuples distincts. Tout d'abord, le Grand-Duché au nord, pour lequel nous n'avons aucune information. La Bretagne au sud, pour laquelle nous n'avons pas non plus d'informations. L'Empire au centre, composé de chevaliers et de paysans. Et enfin les cités-états sudistes, plus avancés technologiquement que l'Empire, mais en état de guerre constante. Le KT va aussi se doter d'une liste d'armées, mais cette dernière sera partagée avec celle du Nippon, ne séparant pas les deux nations sur ce point. Cette boîte de base sera aussi accompagnée par un scénario nommé The Magnificence Ven, et permettra aux joueurs de s'adonner à un affrontement introductif entre les Slann et les nains, permettant à tous d'apprendre les règles du jeu en suivant un scénario prédéfini. Cette année aura été donc très riche en termes de contenu pour l'univers de Warhammer, mais le plus gros restait à venir et je vous propose qu'on s'y intéresse dans de futures vidéos. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et de mon côté, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye!